Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le bout du tunnel pour Ascoval. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a jugé tout à l'heure solide l'offre de reprise de cette aciérie du Nord par le groupe Altifort. L'État se donne jusqu'à mi-décembre pour régler le dossier. Les réactions politiques dans cette émission. Les prix à la pompe augmentent, la grogne des Français aussi. De son côté, le gouvernement assume, tandis qu'une journée de blocage se prépare le 17 novembre. Alors, fiscalité écologique ou matraquage fiscal repeint en vert, on en débat à 17h30. Enfin, ces derniers jours, les phénomènes climatiques extrêmes se sont succédés en France. Sécheresse la semaine dernière, forte pluie aujourd'hui, mais aussi neige ou encore inondation. Tantôt pas assez d'eau, tantôt trop. Alors comment gérer cette ressource de plus en plus précieuse? C'est le thème de notre premier débat dans un quart d'heure. Et vous pouvez bien sûr commenter cette émission avec le hashtag Sénat 360. Et pour nous accompagner cet après-midi, Alexandre Poussard recueillera à lui toutes les réactions des sénateurs depuis la salle des conférences tout au long de cette émission. Vers la sortie de crise pour Ascoval, le gouvernement s'affiche optimiste alors qu'un cabinet d'experts juge l'offre du groupe Altifort pour reprendre l'aciérie crédible et solide. Néanmoins, Ascoval doit encore trouver 150 à 200 millions d'euros. Bruno Le Maire se donne encore jusqu'à mi-décembre pour régler ce qui reste sur la table. Jordan Klein. Ce sera donc Altifort. Le gouvernement a sans surprise choisi cette entreprise pour potentiellement reprendre l'aciérie d'Ascoval. Si le projet est jugé comme viable, rien n'est encore joué. Conséquence, le gouvernement va demander un nouveau sursis jusqu'à décembre au tribunal de Strasbourg pour tenter de finaliser le dossier. Je considère depuis février 2018 qu'il faut jouer la carte de la reprise. Et donc jouer cette carte de la reprise m'a toujours semblé une carte indispensable et responsable par rapport à notre conception de l'industrie en France. Deux défis restent désormais à relever en 4 semaines. Le premier, démarcher de nouveaux clients plus rentables. Le deuxième, trouver des financements. Si Altifort s'engage à verser entre 20 et 30 millions d'euros, la région Hauts-de-France, elle, aidera à hauteur de 12 millions et Valenciennes Métropole à hauteur de 10 millions. L'État affirme qu'il y aura autant d'argent privé que d'argent public. Maintenant, nous avons besoin également du soutien des banques et là aussi, on compte sur un coup de main de l'État. Si toutes ces conditions sont réunies, le projet est viable et cette usine va pouvoir continuer non seulement à sortir de l'acier des aciers spéciaux, mais aussi à se moderniser. Ce projet de reprise se fera donc sans Vallourec, le principal client, qui a refusé de s'engager financièrement. Tant mieux, disent les syndicats, qui estiment que tout aurait pu aller plus vite. Ça fait longtemps qu'on ne croit plus en Vallourec. Je pense que Vallourec, on ira les chercher sur le côté de la faute morale. Si d'entrée de jeu on nous avait écouté, si on avait écouté les gens qui sont derrière nous, et qu'on avait fait le ménage et fait en sorte d'aller tout de suite avec les bons acteurs, le dossier s'est peut-être réglé aujourd'hui. Si le gouvernement semble croire dans ce projet de reprise, il n'a en revanche rien assuré quant au maintien des 281 salariés. Et tout de suite, la réaction de Catherine Fournier, sénatrice UC du Pas-de-Calais. Elle est au micro d'Alexandre Poussard. Oui, Catherine Fournier, le gouvernement juge sérieuse et crédible l'offre de reprise d'Ascoval par Altifort. Est-ce que pour vous, l'usine est sauvée ? Alors écoutez, je pense que c'est une étape importante et primordiale. Finalement, on connaît la place de l'État français dans Vallourec et l'opinion du ministre Bruno Le Maire. Donc c'est une étape importante. Mais pour autant, la décision sera prise effectivement en décembre. Est-ce que le gouvernement assumera en totalité ses responsabilités? Je pense que le fait d'avoir un nouveau délai, c'est un point positif. C'est vrai, c'est une étape positive, mais ce nouveau délai, on le verra en décembre. Alors justement, il semble avoir des interrogations sur le financement de cette reprise qui est estimée entre 150 et 200 millions d'euros. Altifort va mettre 20 millions d'euros, l'État va mettre autant d'argent public que d'argent privé qui sera investi. Il reste beaucoup d'argent à trouver. Il reste encore effectivement beaucoup d'argent à trouver. Je vous rappelle quand même que la région des Hauts-de-France, en la personne de Xavier Bertrand, son président, a décidé qu'il allait également abonder au financement et que la métropole valenciennoise va également abonder au financement. Ceci étant, c'est pour cette raison que je pense que
on peut être satisfait de ce premier point, mais ça n'est qu'un premier point. À mon sens, il faut garder une extrême vigilance et il faut effectivement pousser le gouvernement à prendre ses vraies responsabilités. Et alors, est-ce que ce dossier montre finalement que la sidérurgie en France a un avenir ? Alors écoutez, voilà, justement, c'est le sujet que je souhaitais aborder. Je veux dire, c'est quand même un électrochoc actuellement. Et je pense qu'il faut effectivement que chaque événement soit le flash qui nous permette de voir quel est le problème de fond. Il ne faut pas oublier qu'il y a une politique de dumping très importante de la part des aciéries chinoises, d'une part, que d'autre part, elles sont confrontées également à une autre situation qui est celle des droits de douane qui ont été mis en place par les États-Unis, ce qui fait que le marché se prive du marché américain, et je pense que le gouvernement français doit impérativement travailler au niveau européen pour qu'on ait une politique de l'acier, de la sidérurgie en Europe. On ne peut pas se laisser faire de cette manière. Nous avons une industrie de pointe, une industrie qui est efficace. Il faut pour autant, non pas le terme protéger, je ne l'aime pas, mais la porter et la préserver. Justement, donc, il faut une vraie politique industrielle. Vous êtes pour un État interventionniste pour sauver l'industrie ? Alors je suis pour une Europe interventionniste pour protéger l'industrie européenne. On est, me semble-t-il, on ne doit plus être franco-français, on doit être européen tout d'abord. Mais ceci passe par la préservation aussi de notre compétitivité en France. Justement, vous parliez de la région Hauts-de-France. Oui. Xavier Bertrand a beaucoup pesé dans cette bataille pour faire un peu changer d'avis l'État sur ce dossier. Oui, absolument, parce que Xavier Bertrand est quelqu'un qui est très proche du développement et de l'emploi sur sa région. C'est quelqu'un qui est très efficace, qui est à l'écoute des entreprises et qui est très vigilant justement pour faire en sorte d'être lui-même un intermédiaire pour que le dossier soit porté là où il doit être porté. Et il est ce petit booster qui fait que finalement la région prend les moyens et se donne les moyens de protéger notre industrie. Écoutez, merci beaucoup Catherine Fournier d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction enregistrée il y a quelques instants. Les prix à la pompe augmentent, la grogne des Français. Aussi, de son côté, le gouvernement assume, tandis qu'une journée de blocage se prépare le 17 novembre prochain. Hier, lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement du Sénat, les esprits se sont échauffés face au ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Résumé des débats par Samia Dechir. C'est une mesure qui pourrait bien mettre le feu aux poudres. Au 1er janvier prochain, les taxes sur l'énergie vont augmenter, et avec elles les prix des carburants, du fioul domestique et du gaz naturel. Dans 2 mois, le diesel sera taxé à hauteur de 6,5 centimes supplémentaires par litre, 2,9 centimes pour l'essence. Dans les campagnes déjà très remontées contre la limitation de vitesse à 80 km/h, la colère monte. Une colère relayée hier par les sénateurs lors des questions au gouvernement. Arrêtez de nous prendre pour des cutéreux et des Français de deuxième zone. Arrêtez de nous faire les poches pour remplir celles des super riches. Et surtout, n'oubliez jamais que la révolte en 1789 est venue des campagnes. Dans les zones rurales, la voiture est souvent le seul moyen de transport. C'est aussi là que vivent la plupart des Français qui se chauffent au fioul. Face aux critiques, le ministre de l'écologie a rappelé les aides prévues pour ceux qui souhaitent passer aux énergies propres. Nous voulons accompagner les Français et nous leur donnons des moyens pour permettre ce changement. Là, eh bien, si vous ne le savez pas déjà, vous pourrez leur dire, après cette séance, 30% de subventions pour changer sa cuve au fioul. C'est du concret. Sur les 55 milliards de recettes fiscales attendues durant le quinquennat, la moitié est censée financer la transition énergétique. C'est le principe de la fiscalité verte. Mais sur les bancs du Sénat, personne ne semble y croire, ni à droite, ni à gauche. Monsieur le ministre, c'est pas parce qu'on peint un matraquage fiscal en vert qu'il devient écologiste. C'est un matraquage fiscal. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir concernant l'écologie. Quand vous regardez sur ces 23 milliards d'euros ce qui va à la transition écologique, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose. Pour protester contre la hausse des prix à la pompe, un appel au blocage des routes a été lancé dans toute la France le 17 novembre.
Et on va poursuivre sur ce sujet en rejoignant Alexandre Poussard. Vous êtes avec Laurent Duplon, sénateur Les Républicains de la Haute-Loire. Alors, comment juge-t-il la hausse des prix à la pompe, Alexandre? Écoutez, Tam, plutôt négativement. Laurent Duplon, comment vous jugez cette fiscalité verte, cette hausse des taxes sur les carburants? Est-ce que c'est une fiscalité juste? Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit une fiscalité juste parce qu'elle condamne plus le milieu rural qui a besoin de se déplacer en voiture que le milieu urbain. Et après, je pense que c'est d'abord une vraie supercherie puisque, je vous le rappelle, la taxe, c'est près de 3 milliards d'euros qui seront pris dans la poche des Français et il n'y aura sur le budget que 600 millions d'euros qui iront réellement dans la transition écologique. Donc non seulement on est sur un mensonge d'État, un mensonge d'une politique qui ne correspond pas à ce pourquoi elle a été faite, mais derrière, elle cache un vrai matraquage fiscal qui va être catastrophique pour une partie de nos concitoyens. Alors, sur le fond, est-ce qu'il ne faut quand même pas inciter les Français à changer de comportement, à arrêter le diesel? Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, quand on parle écologie, quand on parle réchauffement climatique, on est sans arrêt dans la punition. On est sans arrêt dans une écologie punitive. On critique tous nos systèmes, on critique notre agriculture, on critique l'industrie, on critique le diesel. Dans le même temps, parce que c'est la politique d'aujourd'hui, on avait mis il y a quelques années des primes pour passer les moteurs au diesel. Aujourd'hui, on est en train de dire le diesel c'est catastrophique. Donc je pense que les Français, leur problème c'est qu'ils n'y comprennent plus rien. Et qu'à un moment donné, la seule chose qu'ils voient, c'est qu'on est sans arrêt en train de leur piquer dans les poches l'argent qu'ils ont dû beaucoup de mal à gagner et que sans cesse, l'État montre un paradoxe qui est colossal. C'est que d'un côté, on leur prélève de plus en plus d'impôts, et de l'autre côté, on génère que de plus en plus de déficits. Est-ce qu'il faut vous rappeler que sur le projet de loi de finances 2019, nous allons avoir un déficit public de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. C'est-à-dire près d'un tiers du budget de la France qui est en déficit public. Ce qui est quand même insupportable au vu de la taxation et de l'augmentation de l'imposition qu'on est en train de mettre en place sur la totalité des Français. Alors justement, vous parliez de primes. Le gouvernement veut augmenter la prime de conversion à des véhicules plus propres, aux alentours de 2000, 2500 euros. Est-ce que c'est suffisant ? Disons que ça ne sera jamais suffisant. Quand vous augmentez sans cesse l'imposition, aujourd'hui on est à 45% d'imposition au niveau de notre pays, on est passé devant le Danemark. Donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les Français, ce n'est pas le problème d'avoir 2000 ou 3000 ou 4000 euros de subvention pour pouvoir acheter une voiture, c'est qu'il leur manque la différence pour pouvoir simplement la changer. Donc plus on augmente le prélèvement fiscal, plus on taxe et moins on laisse d'autonomie aux Français de pouvoir faire des choix. Et que derrière, quand on est sur une écologie punitive, ils ont plus l'impression d'être punis plutôt que d'être incités. Est-ce que vous appelez à manifester le 17 novembre contre cette hausse des taxes sur les carburants ? Moi, en tant que parlementaire, je ne peux pas inciter à la manifestation. Mais à un moment donné, je peux comprendre aussi cet élan des Français à montrer à un gouvernement qui est relativement autiste par rapport à cela, qui ne comprend pas le malaise des campagnes, qui ne comprend pas le malaise des collectivités locales, qui ne comprend pas le malaise des citoyens qui en ont marre de voir sans cesse augmenter leurs impôts, tout en voyant que la France, dans un point de vue de la dette ou du déficit, ne fait rien pour s'améliorer. Eh bien, je pense que je peux au moins comprendre l'exaspération des Français. Très bien, merci beaucoup Laurent Duplon d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction et on vous retrouve tout au long de cette émission. Et on va ouvrir dans un instant le premier débat de Sénat 360. Sécheresse la semaine dernière, forte pluie aujourd'hui, neige, inondations dans le sud-est. Ces derniers jours, des phénomènes climatiques extrêmes et contradictoires se sont succédés en France. Tantôt pas assez d'eau, tantôt trop. Quelles sont les causes de ces phénomènes? Quel est leur impact sur les territoires et comment gérer l'eau, cette ressource de plus en plus précieuse? On va en parler dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, illustration, l'eau, c'est une ressource de plus en plus disputée. Exemple en Haute-Savoie où les associations environnementales s'opposent aux élus locaux alors que le niveau du lac d'Annecy est au plus bas. Reportage de Fabien Recker. Ils l'attendaient depuis des mois. Après une sécheresse historique, la pluie retombe enfin sur Annecy. Mais le lac reste à un niveau spectaculairement bas. On voit nettement le lac qui a baissé, ici avec ses zones craquelées. Malgré la pluie, il manque encore 80 cm au lac pour retrouver son niveau habituel. Une situation qui marque les esprits. Mais pour Jean-Pierre Crouzat, militant écologiste, le niveau du lac n'est qu'un symptôme. Le problème est pour les rivières qui alimentent le lac, qui jusqu'à il y a quelques jours étaient complètement à sec. Il y a un déficit hydrique, un déficit d'eau sur l'ensemble des Alpes du Nord qui est totalement, tout à fait inquiétant.
Jean-Pierre Crouzat pointe du doigt les stations. Si elles ne sont pas responsables de la sécheresse, elles stockent pourtant de l'eau pour nourrir leurs canons à neige. La moyenne montagne est réellement fortement impactée par le réchauffement climatique, notamment dans les stations qui s'efforcent, dans une sorte de fuite en avant, de produire de la neige artificielle. À terme, il faudra choisir, en forçant à peine le trait, entre boire et skier. Boire ou skier, une formule qui fait hurler certains élus. Car pour eux, les quantités d'eau utilisées pour l'enneigement seraient insignifiantes comparées aux précipitations sur l'année. Selon Domaine skiable de France, la neige fabriquée ne représenterait en moyenne que 3% de l'enneigement annuel d'une station de Haute-Savoie. C'est la retenue collinaire qui fait 6000 m3. Marc Bron est le maire d'Aberpoche, dans les Alpes du Léman, une station familiale. 1500 habitants, le double en saison d'hiver. L'eau de la retenue collinaire arrive par ce tuyau bleu et puis est repulsée et repart par ces tuyaux rouges en direction des enneigeurs, donc des perches ou des canons. 300 000 € d'investissement ont permis d'équiper le domaine avec notamment 6 canons à neige. Le plus bas est ici, après vous en voyez un autre là, encore un et un autre derrière la cabane des remontées mécaniques. Un équipement devenu indispensable, alors que le réchauffement qui frappe les Alpes n'épargne pas Aberpoche. Quand j'étais plus jeune, il y avait plus de neige, c'est certain. On sent globalement une diminution de l'enneigement. Pour autant, le maire refuse de parler de fuite en avant. Il ne s'agit pas de développer de nouveaux secteurs, d'en mettre partout, mais il s'agit d'assurer un minimum là où ça peut faire défaut. Parce que si vous avez ce minimum-là, vous ne fermez pas la station, la nouvelle chute de neige arrive et vous avez une continuité. Une continuité essentielle pour l'activité. La station fait travailler 30 salariés l'hiver et autant de moniteurs de ski, sans compter la restauration ou l'hôtellerie. En Haute-Savoie, 25 000 emplois dépendent de la neige. Et tout de suite, c'est le premier débat de Sénat 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Guillaume Choisy. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Également sur ce plateau, à mes côtés, Michel Raison, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Également, Nathalie Dorfliger, bonjour. Bonjour. Vous êtes hydrogéologue, directrice eau, environnement et écotechnologie pour le Bureau de recherche géologique et minière. Et enfin, sur ce plateau, Jean-Marie Mison, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UC de la Moselle. Vous avez d'ailleurs interpellé la semaine dernière, lors des questions d'actualité au gouvernement, le nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, sur cette question de la sécheresse. Alors la semaine dernière, je vous aurais interrogé sur la sécheresse. Aujourd'hui, votre territoire est en proie aussi à une pluie qui a été plutôt persistante ces derniers jours. Donc, est-ce toujours le cas? Est-ce que vous avez toujours des problèmes de sécheresse après ce changement de météo? Oui, hélas. Il suffit ça ne se règle donc pas en quelques jours. D'une ou de quelques heures de pluie pour changer totalement la situation. La sécheresse a été très grave, pas seulement dans le Grand Est de la France, dans de nombreux autres points du territoire de l'Hexagone, et elle persiste. On verra maintenant les évolutions qui vont se manifester, mais il faudrait encore beaucoup de journées de pluie pour rattraper la situation, parce que le déficit est vraiment très très important. Vous n'êtes quand même pas un petit peu rassuré par ces derniers jours? On a tendance à se sentir un peu mieux, mais une hirondelle ne fait pas le printemps et une pluie ne fait pas le bonheur des agriculteurs. Il en faudra peut-être bien plus. Alors Nathalie Dorfliger, est-ce que ces pluies soudaines, violentes, voire ces épisodes neigeux après des mois de sécheresse, qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que ça montre un petit peu au niveau de l'eau aujourd'hui en France? Alors, je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la sécheresse, ça concerne les sols et les écoulements de surface. La période qui va recharger les réservoirs en eau souterraine, les aquifères, c'est maintenant. C'est normal. On est toujours à une période de bascule entre plus de pluie pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, et après de la pluie qui va venir recharger. Une bascule soudaine, mais normale. C'est la période, voilà. C'est le début Après, de cette période. La période, elle peut bouger un petit peu. Ça peut être parfois un peu plus tôt. Le mois d'octobre a été relativement sec, ça c'est sûr. Hein. Mais à partir du mois d'octobre, normalement, on a des précipitations qui vont commencer à recharger les réservoirs en eau souterraine et aussi permettre du ruissellement en eau de surface
Et donc voilà. Alors Michel Raison, vous faire réagir justement. Est-ce que vous, sur votre territoire, ça va mieux aujourd'hui ? Non, alors d'abord on a peut-être même eu un peu moins d'eau qu'en Moselle, mais ça va mieux. Je rejoins ce que dit l'hydrogéologue, de toute façon on le saura. On a eu un déficit énorme de précipitations. Maintenant il faut que les précipitations retrouvent un niveau normal pour refaire les réserves. Mais de toute façon le mal qui est fait en matière de sécheresse de surface, voire un peu plus en profondeur, puisqu'on a eu un gros déficit, on ne pourra pas revenir dessus. Les agriculteurs alimentent leurs animaux, alors je ne sais pas exactement le pourcentage du pays, mais c'est au moins moitié de la France, à peu près en grosse sécheresse, et ils alimentent leurs animaux artificiellement, enfin avec du fourrage récolté plutôt qu'en pâturage, depuis le début du mois d'août. Moi j'ai connu des sécheresses, en général fin août, début septembre, il pleuvait, il y avait de l'herbe qui repoussait. Et là on a rarement vu ça, il n'y a pas eu d'eau au mois de septembre, pas eu d'eau au mois d'octobre. Donc la situation pour les agriculteurs est dramatique. On va parler dans un instant des agriculteurs, mais peut-être un mot tout d'abord sur la soudaineté de ces phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient. Guillaume Choisy, est-ce que c'est pour vous l'effet du dérèglement climatique aussi ? Oui, absolument. Enfin, c'est un des éléments des phénomènes climatiques. On l'avait aussi vu hier avec le curseur sur la biodiversité, où aujourd'hui près de 40% de la biodiversité est menacée dans le monde. Donc on n'est pas sur le seul critère de l'eau, mais l'eau est un des critères effectivement sur les changements. Nous, au niveau des agences de l'eau, les 6 agences ont mené un plan d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire une prospective à 2050. Quelles sont les incidences jusqu'en 2050 de l'effet d'un réchauffement de 1,5 à 2 degrés, ce qui est déjà minimum, parce qu'on va avoir du mal à le respecter, ces 2 degrés, mais ce n'est pas sans incidence. On sait par exemple que pour le bassin qui est le mien, d'Adour-Garonne, c'est 1,2 milliard de mètres cubes de déficit quantitatif en eau en 2050. C'est la moitié de la consommation actuellement d'Adour-Garonne. Alors la consommation, c'est 40% pour l'agriculture, 35% pour l'eau potable et 25% pour l'industrie. Et ça va être effectivement un phénomène qui va s'amplifier et qui va probablement monter en puissance. Donc ces effets qui sont décrits là de sécheresse ou de rareté de l'eau sur des périodes estivales qui vont être de plus en plus longues, probablement entre mars, peut-être parfois janvier, on l'a vu en 2017, dès le mois de janvier on a commencé d'avoir des phénomènes de restriction d'eau jusque novembre, décembre, c'est-à-dire 9 mois de l'année, 9 à 10 mois de l'année, de longues périodes. On n'aura pas moins d'eau, mais elle va tomber beaucoup plus vite et sur des périodes beaucoup plus courtes. Vous faire réagir justement, puisque vous anticipez un petit peu sur l'avenir, sur ces chiffres qui illustrent l'importance aujourd'hui et future des catastrophes naturelles. Ce sont des données qui sont issues de la dernière conférence internationale des assureurs. Alors ils ont jugé que les catastrophes naturelles, on parle de coulées de boue, inondations, sécheresse, coûtent aujourd'hui 3 milliards d'euros par an. C'est x3 par rapport à il y a 30 ans. Et également, ils se sont penchés sur l'avenir. D'ici 20 ans, on va doubler les risques en matière de sécheresse et on va les quadrupler en matière de submersion marine. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Marie Mison ? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra progressivement changer notre relation à la nature, mais l'urgence concernant les agriculteurs qu'on évoquait tout à l'heure, n'est pas tellement dans les mesures annoncées par le ministre qui vont dans le bon sens, et je le dis en séance, il n'y a aucune espèce de raison de douter de sa volonté de bien faire, mais elle est vraiment dans la rapidité avec laquelle ces mesures vont être mises en œuvre. Moi, j'insiste, les agriculteurs sont sans plus aucune trésorerie. Ils sont vraiment en grande difficulté. Les moyens qui ont été débloqués, les aides européennes, exonération de taxes foncières. Oui, le fonds de calamité va se réunir. Très, très vite. Mais en général, l'expérience montre que ça met non pas seulement des semaines, mais des mois pour que leurs comptes soient crédités. Et c'est ce sur quoi on a insisté en disant qu'il faut absolument faire vite, puisqu'il y va de la vie de ces exploitants, de ces exploitations, pardon. Oui, Michel Raison. Vous avez même envoyé un courrier au gouvernement, vous avez fait des demandes précises pour les agriculteurs. Oui, j'ai pas eu de réponse d'ailleurs du ministre précédent. J'espère en avoir une de notre ancien collègue, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, même d'estime.
Il n'est pas en cause. Le ministre précédent, dans la faiblesse des mesures qui sont prises, ça a toujours été comme ça, le foncier. Moi, il faudrait peut-être qu'on revoie d'ailleurs un peu le truc, parce que le fonds de calamité est loin d'être parfait dans son fonctionnement. L'exonération de la taxe foncière, ça doit faire 50 ans qu'on fait ça à chaque fois, c'est plutôt à revoir, peu importe. Le problème, il n'est pas tellement là. Ça fait partie du métier de l'agriculteur de vivre parfois des inondations, parfois des sécheresses. Certes, elles risquent d'être plus fréquentes, mais ça fait partie du métier. Mais lorsqu'on fait 3-4 années de suite sans revenus, on ne supporte pas, même avec les petites aides, ça va être minime ces petites aides-là. Et ils vont avoir beaucoup de mal à supporter. Et ce qui est inquiétant, c'est que la partie qu'on devait revoir sur le revenu de l'agriculteur, c'est pas d'attendre que l'État fixe des prix. C'était ça la loi Egalim. Ça va rien changer, ça, les prix, les cours. Loi sur l'agriculture, bien sûr que non. Le revenu agricole, il est fait à la fois par une colonne charge et à la fois par une colonne produit. Dans les produits, il y a la politique agricole commune, il y a les prix des produits. Et le seul levier sur lequel le politique peut difficilement intervenir, c'est le prix du produit. Il peut intervenir sur la politique agricole commune et sur les charges. Et arrêter d'en mettre des couches de complexité, de choses complètement inutiles qui font que le paysan, c'est pour ça qu'on a un suicide tous les 2 jours aujourd'hui, c'est pas à cause de la sécheresse, c'est simplement parce que ça fait des années qu'on commence à lui en mettre sur le dos, et il va plus arriver à supporter des moments climatiques difficiles. Alors, au-delà d'un certain nombre d'aides qui ont été annoncées par Didier Guillaume et qui vont arriver d'ici quelques semaines pour les agriculteurs. Hier, Didier Guillaume, donc le nouveau ministre de l'Agriculture, a à nouveau été interpellé sur cette question de la sécheresse et il a appelé à une véritable réponse de long terme, une nouvelle gestion de l'eau, un nouveau modèle. On l'écoute. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à regarder l'eau tomber pendant 6 mois et après, pendant les 6 autres mois de l'année, à chercher de l'eau. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de regarder cela. Dès janvier 2019, des études très précises vont être faites, territoire par territoire, afin de se rendre compte où en est la ressource en eau. Et nous allons essayer d'apporter une réponse concrète et pragmatique, territoire par territoire, micro-territoire par micro-territoire. C'est fini l'ère des grandes retenues d'eau, il n'y en aura plus. Par contre, il y a des possibilités de regarder au niveau des exploitations. Je vous remercie. Guillaume Choisy, votre réaction à ce que vient de dire le nouveau ministre de l'Agriculture. Il a dit de façon très simple, nous ne pouvons pas continuer à regarder l'eau tomber pendant 6 mois et en chercher les 6 mois suivants. Est-ce qu'il prend le problème par le bon bout pour vous? Oui, absolument. Je pense qu'on est maintenant sur un rapport de contre-la-montre pour trouver des solutions, notamment dans des bassins très exposés comme le nôtre en Adour-Garonne. Les solutions, elles sont multiples. Donc, l'une des solutions, c'est probablement de réinterroger les modèles agricoles et de pouvoir faire en sorte, par des solutions, ce qu'on appelle fondées sur la nature, c'est-à-dire par le stockage de l'eau dans les sols, par remettre de la matière organique pour ce qui est de l'agriculture, mais ça ne concerne pas que l'agriculture, ça concerne aussi l'aménagement du territoire. Il faudra aussi faire en sorte qu'on consomme moins de foncier et qu'on artificialise moins les sols, notamment en ville, parce que tout ça contribue au réchauffement climatique. Donc c'est pas que les agriculteurs qui en répondent à ça, et puis ça dépend aussi de notre mode d'alimentation, de la façon dont on se nourrit et s'alimente, parce que ça interroge directement nos pratiques de tout à chacun, et que c'est pas les seuls agriculteurs qui en sont responsables. Par contre, il faut les accompagner pour pouvoir muter, et qu'on pourra probablement pas demain dans un climat en Adour-Garonne par exemple, à Toulouse, qui ressemblera au climat du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, avoir les mêmes pratiques agricoles. Donc il faut remettre de la matière organique. Des corridas en Haute-Savoie, alors. C'est ça, il faut remettre de la matière organique, il faut travailler avec les agriculteurs pour trouver des solutions. On les a peut-être pas toutes. C'est pour ça qu'aussi le ministre a annoncé dernièrement, le Premier ministre avait annoncé en août dernier, notamment dans les Alpes, la mise en place d'une plateforme pour trouver des solutions qui existent déjà, une plateforme de recherche et de pratique pour trouver des solutions. Après, le stockage de l'eau, ça peut en être un. Donc j'entends les propos du ministre qu'il n'y aura pas de grand stockage. Après, les capacités... Plus de grande retenue d'eau, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a annoncé hier, en tout état de cause. Mais ça peut être une des solutions, mais ce n'est pas la solution non plus. Les solutions, elles sont multiples et elles sont à rechercher dans l'ensemble des solutions. La réutilisation aussi des eaux usées peut en être une solution qui est actuellement expérimentée. On l'utilise peu en France par rapport à d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde. Mais tout ça, ça s'encadre. Ça doit se faire effectivement
effectivement avec un cadre qui est prévu pour le 1er janvier dans le cadre des assises de l'eau. Des assises de l'eau. Voilà. Nathalie Dorfliger, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre voisin et sur également ce que dit le ministre de l'Agriculture? Alors je pense que oui, il est nécessaire de développer ou d'adapter la gestion de la ressource en eau et donc d'aller vers des scénarios d'adaptation. J'entends ce que dit le ministre de l'Agriculture, qu'il n'y aura pas de grand stockage en surface. Il y a une partie qui est très souvent oubliée et qui est sous nos pieds, qui alimente plus de 70% pour l'alimentation en eau potable à l'échelle de la France, c'est le souterrain. Les aquifères, on est sur une variété de systèmes qui stockent de l'eau, qui permettent de la transporter. Et ça constitue une possibilité, une piste. Et quand on parle de réutilisation d'eau, ça peut être réutilisation de l'eau pour de l'usage direct, pour de l'arrosage, de l'irrigation, mais ça peut être aussi de l'utilisation pour un usage indirect, en utilisant le sous-sol comme réservoir et comme zone tampon de stockage. Ça a plusieurs avantages. Ça permet un filtre supplémentaire par rapport à des éléments qui peuvent être encore dans l'eau, une eau de surface ou quelle que soit l'eau qu'on va utiliser, une eau d'orage ou une eau usée, et elle est soustraite à l'évaporation. Donc ça a un avantage énorme et ça ne prend pas de foncier non plus. Puisqu'on peut avoir des systèmes, alors soit il y a différents systèmes qui sont utilisés, il y a des travaux de recherche qui sont en cours au niveau européen, le BRGEM y participe, justement pour voir aussi bien les questions de qualification du sous-sol, mais aussi de qualification de l'eau, des interactions et les questions de qualité d'eau que l'on va réinjecter et stocker pour un usage ultérieur. Une question de béotien, si on fait un état des lieux en France, nos ressources en eau, est-ce qu'elles sont en baisse aujourd'hui en France? Alors, à l'échelle de la France, si l'on prend au global on peut regarder soit à un instant donné, soit on peut regarder une projection. On est sur un pays où on a des grandes capacités d'eau avec des diversités. Évidemment, il y a une hétérogénéité, une variation spatio-temporelle, qui est lié au fait que le régime des pluies et la distribution des pluies n'est pas les mêmes. Et puis, la géologie fait que l'eau ne va pas s'infiltrer ou ne va pas ruisseler de la même manière à l'échelle de la France. Sur les zones calcaires qui occupent pratiquement 35% du territoire de la métropole, on a beaucoup d'infiltration. Et donc, on va avoir peu d'écoulement de surface, si je schématise. Sur d'autres secteurs, on va avoir plus de ruissellement et moins de stockage en souterrain. Je dirais, à l'échelle globale, on est sur un pays, en toute relativité par rapport au reste du monde, où on a encore passablement de ressources en eau. Alors Jean-Marie Mison, c'est plutôt rassurant ce portrait de la France. Et comment est-ce qu'on peut pour vous adapter peut-être l'agriculture aux enjeux du climat? Comment est-ce qu'on peut mieux stocker l'eau justement pour répéter ce que dit Didier Guillaume, ne pas regarder l'eau tomber 6 mois et puis 6 mois être dans des périodes de sécheresse? Tout à fait. Je ne sais pas si la solution que vous évoquiez à l'instant est d'ores et déjà opérationnelle. Il me semble au travers de vos propos qu'il y a encore des progrès à faire et donc il y a une phase intermédiaire durant laquelle il faudra trouver des solutions alternatives qui passeront certainement par des économies en matière d'eau et par des investissements conséquents en direction de cette désormais priorité, puisqu'on ne peut pas imaginer que des années telles que celles qu'on a connues se répètent longtemps encore, puisque aujourd'hui ce sont essentiellement les agriculteurs qu'on entend, et à raison, puisqu'ils souffrent plus que d'autres, mais demain, ça risque d'être d'autres Français, d'autres catégories qui auront également des problèmes liés au manque d'eau. Michel Raison, les agriculteurs, on le voit, ce sont les premières victimes de ce type de phénomènes qui sont extrêmes, et en même temps, ce sont souvent les premiers qui sont pointés du doigt. Par exemple, dans la gestion de l'eau, dans l'utilisation de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je voudrais déjà dire, parce que comme on est en train de débattre d'irrigation et de stockage d'eau, que les téléspectateurs ne croient pas que 100% de l'agriculture vit d'irrigation. On a un très faible pourcentage des productions agricoles qui sont irriguées. Ceux qui souffrent énormément de sécheresse en ce moment dans les départements de l'Est que je connais bien, on est pratiquement au zéro irrigation. Le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'eau pour faire pousser l'herbe et pour faire pousser les cultures, mais on n'irrigue pas. Et donc, on a un certain nombre de cultures qui sont irriguées. Il y en a plus en Alsace, il y en a dans le sud-ouest. Il y a un certain nombre de régions qui irriguent. Alors, sur ceux qui irriguent,
Tout ce qui vient d'être dit, évidemment, est positif. Je pense qu'on va être obligé aussi, mais l'intelligence de l'homme fait que ça va se faire petit à petit, entre nos chercheurs et les agriculteurs, à adapter un certain nombre de cultures et de variétés. Je ne veux pas revenir sur les OGM, mais je rappelle quand même que les OGM, c'est mort, les OGM. Il y a des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer. Mais ça nous donnait la capacité de pouvoir mettre en place des variétés qui étaient beaucoup moins gourmandes en eau. Je rappelle Vous regrettez les OGM, Michel Raison? Je ne vais pas les regretter ou pas les regretter. On a fait une croix de moi. Vous savez, je ne suis pas un passéiste, je suis un pragmatique. Il n'y a plus d'OGM. Mais les OGM, il y avait par exemple des riz qu'on était capable de faire sans eau. Enfin, sans eau, avec l'eau naturelle, tout simplement. Je tiens à le souligner quand même. Et donc les mêmes qui pensent que l'agriculture consomme trop d'eau étaient défavorables à ce qu'on puisse trouver des moyens pour améliorer plus rapidement les variétés adaptées à une plus faible consommation d'eau. Mais on va le faire autrement. Et on ira moins vite. Mais on a plein... vous savez, les régions viticoles sont en train... Des régions comme la Bourgogne sont en train de réfléchir à un changement peut-être aussi... Pas forcément de variété, mais de les développer différemment pour leur propre vigne, parce que le vin risque de ne plus être le même non plus. Donc il va bien falloir en trouver des adaptations. Mais il faut éviter aussi, parce que les associations écologistes, c'est leur fonds de commerce. Donc plus ils vendent, la peur se vend bien, le drame se vend bien. Alors on est en train de dire qu'il n'y a jamais eu de catastrophe par le passé, puis qu'il y en a maintenant. C'est quand même pas tout à fait comme ça. Alors, quand vous lisez la Bible, il y avait déjà des catastrophes. Écologistes, mais par exemple, c'est ce qu'on voyait dans le reportage qui a ouvert notre débat il y a par voie, donc des intérêts contraires qui s'affrontent sur le terrain. Et on l'a vu en Haute-Savoie avec d'un côté ces élus pour qui c'est essentiel d'avoir ces canons à neige parce que la neige c'est important pour la Haute-Savoie, c'est essentiel pour le tourisme. Et d'autre part, cette question du lac d'Annecy qui ne cesse de baisser. Ça vous fait réagir, Michel Raison? Alors, ce coup-là, moi, je ne sais absolument pas. J'ai écouté tout à l'heure. J'ai tendance à croire les professionnels, ceux qui nous disent finalement on ne consomme pas tant d'eau que ça pour faire de la neige. Peut-être que c'est la réalité. Ça illustre ce conflit qu'il y a toujours sur l'eau, souvent, entre les associations environnementales. Ce qu'il faut, c'est trouver des équipes. Vous savez, on parle souvent du développement durable en le mettant uniquement sur le tiers de ce qu'est le développement durable, sur la partie environnementale pure. C'est quoi le développement durable? C'est un équilibre entre le social, l'économique et l'environnement. Donc faisons du développement durable, mais ne faisons pas de l'extrémisme économique ou de l'extrémisme environnemental. Faisons du développement durable le plus équilibré possible et on réussira. Guillaume Choisy, est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce qu'on peut tout concilier? On peut tout concilier à condition d'anticiper, je pense. Et peut-être qu'on ne pourra pas toujours répondre à toutes les problématiques. Ce qui est sûr... Est-ce que parfois il faut choisir, Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura... et le lac d'Annecy, si on prend l'exemple de tout à l'heure? Oui, il y aura des choix à faire. C'est-à-dire que la répartition des usages de l'eau, il y aura des choix. Et puis après, il y a des investissements à faire. Il y a des investissements publics, probablement. On a, par exemple, sur notre bassin, fait 20% d'économie d'eau à la consommation humaine. On augmente, il y a 1,5 million en 15 ans la population du bassin Adour-Garonne sans utiliser 1 litre de plus par an, par personne, en diminuant le nombre de volumes par personne, on a réussi à maintenir le volume global. Donc ça, c'est des économies. Les agriculteurs, ils ont fait 100 millions de mètres cubes d'économies. Ils en consomment 800 millions de mètres cubes et ils en consommeraient aujourd'hui 900 millions de mètres cubes si on n'avait pas fait des économies d'eau. Mais il y a probablement encore des économies à faire. Il y a du travail important à faire sur les plantes. Alors, je ne suis pas sûr que la question des OGM soit aujourd'hui en capacité de répondre à ces problématiques-là. Je pense que c'est plus d'actualité. De toute façon, ce n'est plus d'actualité. Mais en tout état de cause, il faudra avoir des cultures et des pratiques agricoles qui puissent répondre à l'enjeu climatique. On ne pourra pas avoir une production sans eau avec un État. Donc il faut adapter. Et les agriculteurs ont démontré par le passé leur capacité à pouvoir s'adapter, mais avec des outils économiques. La réponse, elle sera aussi économique. On a encore une économie agricole et agroalimentaire très forte en France. Dans certains territoires ruraux, c'est quand même la première vecteur économique. Donc c'est là. Et il ne faut pas attendre effectivement que le monde agricole soit dans une impasse et en incapacité d'investissement. Ils l'ont encore, je pense, mais ils ne l'auront pas pour longtemps si on n'anticipe pas ces changements-là. Donc il faut aller assez vite. Et puis après, il y a les économies d'eau, il y a l'évolution du modèle agricole, et puis il y a des solutions comme la nature. Il faut aussi préserver la biodiversité. Les zones humides sont un formidable stockage d'eau. On en parle peu.
Mais elles ont un relais Il y puratoire. a des travaux au Sénat en ce moment sur la question des zones humides. Oui. Effectivement, la loi de biodiversité a enclenché ça. Il y a effectivement des travaux menés par une députée et un sénateur qui évaluent cela. Mais c'est un enjeu fondamental parce que c'est une solution de prendre en considération la nature qui peuvent avoir à la fois un relais puratoire de l'eau, parce que la qualité des eaux va devenir un enjeu primordial si on ne veut pas avoir une eau trop chère en alimentation en eau potable. Et la deuxième, c'est la capacité de stockage. Elle est aussi dans ces zones-là. Il faut les préserver parce que ça peut être une réalimentation naturelle. Jean-Marie Mison, il faut préserver ces eaux. Je suis tout à fait d'accord avec Michel Raison dans la manière de voir qui est la sienne. Il faut aller vers une conciliation. Mais c'est plus facile d'aller vers la conciliation lorsque on anticipe les choses. Aujourd'hui, on les subit et on est obligé d'agir dans l'urgence. Du coup, ça complique. Ma foi, c'est pas hier matin qu'on a appris que le réchauffement était d'actualité, et quand j'entends le ministre à qui je ne reproche rien, mais je constate que les pouvoirs publics n'ont pas beaucoup anticipé et que des solutions telles que celles que vous évoquez ne sont pas encore d'actualité. Et ça mériterait véritablement un rappel à l'ordre des pouvoirs publics, mais pas à M. Didier Guillaume, puisque lui, il est aux affaires que depuis quelques semaines. Vous attendez de voir s'il va agir dans les prochains mois, Nathalie Dorfliger, bien justement sur un peu ces solutions de long terme et le fait que les pouvoirs publics ne s'en sont pas encore toujours saisis. Je pense que les solutions, elles doivent être multiples et c'est pas une science qui va répondre à la science de l'agriculture, la science de l'hydrologie qui va répondre, mais c'est du pluridisciplinaire. Il faut que ça soit des recherches qui soient avec des composantes socio-économiques pour définir quels sont les scénarios sur les terrains, que les différents acteurs concernés seront d'accord de se projeter et d'accord d'aller vers ça. Il faut qu'on puisse leur montrer quelles seront les différentes solutions, quels seront leurs résultats. Donc il faut pouvoir avoir des données, observer des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux au niveau du sol, les impacts de changement de type d'agriculture, de type d'échange également, et avoir des modèles qui puissent permettre de prendre des décisions et donc d'éclairer ces différents scénarios. Et c'est des approches participatives qui sont menées déjà depuis un certain nombre d'années en socio-économie dans le domaine de l'eau. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. C'était le mot de la fin, approche participative. Donc, merci beaucoup Jean-Marie Mison, Michel Raison, merci Guillaume Choisy, merci Nathalie Dorfliger. Et tout de suite, retour à l'actualité sénatoriale, alors que les membres de la mission d'information sur la pédophilie sont connus depuis le début d'après-midi. Ils sont 29 et vont travailler sur la prévention et la protection contre les abus sexuels dans tous les lieux d'accueil des mineurs, et non pas précisément dans l'Église. C'était là ce que réclamait au mois de septembre un appel publié dans Témoignages chrétiens. Géraldine Bavoileau. Les 29 sont désormais connus. Le Sénat a dévoilé les noms des membres de la mission d'information sur la prévention et la protection contre les abus sexuels dans tous les lieux d'accueil des mineurs. À l'origine, la demande formulée par les sénateurs socialistes était de mener une commission d'enquête sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. Finalement, c'est une simple mission d'information. Une décision de la commission des lois que certains sénateurs regrettent encore. Je trouve ça quand même très insuffisant au regard des risques et des inquiétudes qu'on peut avoir et surtout de la nécessité de modifier les pratiques. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une commission d'enquête, donc une commission d'enquête, les gens sont obligés de parler sous serment, donc ça oblige à une certaine vérité, même une vérité des propos que la mission d'information ne garantit pas. Autre changement, le nouvel intitulé est moins restrictif, car le champ d'études ne se réduit pas à l'Église catholique, mais à tous les secteurs où les adultes sont en contact avec des enfants. Ces faits-là n'existent pas que dans l'Église, ils existent également dans les associations, dans le sport, dans le scoutisme, dans l'éducation nationale dont on parle peu. Donc nous, notre souci, c'est qu'il faut élargir le spectre, il faut qu'on puisse étudier l'ensemble de ces difficultés, de ces dérives terribles, mais qu'on examine l'ensemble des endroits où ça peut se passer. Et pourquoi limiter ça à la seule Église catholique ? Devant l'ampleur du sujet, les 29 sénateurs et sénatrices disposent de 3 à 6 mois pour dégager les premières conclusions de cette mission d'information. Et sur ce même sujet, on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard. À son micro, le sénateur Les Républicains du Rhône, François-Noël Buffet.
Oui, François-Noël Buffet, vous êtes membre de cette mission d'information sur les politiques de prévention de la pédophilie. Quel va être le poids de cette mission d'information par rapport à une commission d'enquête qui était demandée par les sénateurs socialistes? Je crois qu'en réalité, elle a la capacité de faire le travail et de le faire dans les mêmes conditions. La seule différence, c'est le pouvoir de contrainte que peut avoir le président de la commission. Mais je pense qu'en la circonstance, le sujet est tellement important que je ne vois pas les gens résister au fait de transmettre à cette commission les informations que nous allons lui demander. Enfin, tout de même, il s'agit d'une commission d'information, pour ne pas dire qu'on n'appelle pas d'enquête, mais que ça revient au même, sur un sujet extrêmement important, et je ne vois pas qu'on lui refuse des choses. Si toutefois on lui refusait des choses, il nous restera encore quelques arguments à faire valoir pour obtenir cette information. Donc voilà, je pense que le travail va être fait et dans de bonnes conditions. Alors, cette mission d'information ne va pas se concentrer sur l'Église catholique. Quel va être son périmètre ? Non, le sujet, c'est de travailler sur la pédophilie, les atteintes sur les mineurs, les atteintes sexuelles évidemment, dans tous les milieux. Alors, singulièrement, on a visé le monde associatif, l'éducation nationale, les églises, l'Église catholique bien sûr, mais les églises de façon générale. Donc l'enjeu, c'est comment en France on traite ce problème, quel est l'état des lieux, comment on est organisé pour lutter contre et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. C'est vraiment ça, la priorité, c'est la protection des enfants, c'est rien d'autre. Et est-ce que justement ce périmètre élargi, c'est pas une manière de ne pas braquer l'Église ? Écoutez, c'est une manière d'aborder tout le monde, parce que vous ciblez quelqu'un systématiquement si vous choisissez de ne travailler que sur un sujet. Donc, imaginons qu'on décide de faire une mission d'information que sur l'éducation nationale. On dira, mais vous ciblez l'éducation nationale, c'est scandaleux. Et ils auraient raison de le dire. Donc, je pense qu'au contraire, il faut élargir, ouvrir. C'est un très gros travail, mais on a les capacités de mener ce travail. Et c'est un problème national, naturellement, extrêmement important. Il faut qu'une conscience collective là-dessus, mais il faut aller partout. Est-ce que vous allez auditionner des membres de la hiérarchie de l'Église catholique ? Je pense qu'il faut se priver de personne. Il faut auditionner toutes les personnes qui seront utiles à la mission et au fait que l'on veut lutter contre, singulièrement, la pédophilie sur le territoire national. Alors, la création de cette mission d'information résonne avec l'actualité. Votre réaction au procès qui se tient en ce moment à Orléans et dans lequel un prêtre et un évêque pourraient être condamnés à de la prison ferme pour pédophilie et non-dénonciation de la pédophilie. Est-ce qu'il faut un électrochoc, comme le dit le procureur ? Il faut en tous les cas que les choses avancent et que l'omerta générale, qui existe dans l'Église comme ailleurs, parce que n'oubliez pas que les infractions, les crimes pédophiles sont en grande majorité intrafamiliaux. Et il faut que cette omerta saute, se termine et qu'on ait la vérité sur la table, c'est ça l'enjeu, et qu'on se donne les moyens, de sensibiliser la population sur ce qui se passe, et de pouvoir lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau. Très bien. Merci François-Noël Buffet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci Alexandre pour cette nouvelle réaction. On ouvre à présent notre page consacrée au référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le sort des 280 000 habitants de l'archipel est suspendu au scrutin qui va se tenir dimanche prochain, le 4 novembre. Reportage sur l'état des divisions par notre envoyé spécial sur place, Jérôme Rabier. 30 ans après les accords de Matignon-Oudinot qui avaient prévu ce référendum, les Calédoniens sont enfin appelés à se prononcer. Oui ou non veulent-ils accéder à la pleine souveraineté ? Une question simple sur laquelle indépendantistes comme loyalistes mobilisent depuis déjà des mois. Autant avoir la République avec nous pour non seulement nous soutenir, mais surtout nous accompagner. Et dans cette dernière ligne droite, pas question pour Gérard Poadja, sénateur du territoire, de délaisser les zones reculées, même si elles sont traditionnellement acquises aux indépendantistes qui l'affrontent aujourd'hui. Nous faisons aussi bien des meetings, des réunions politiques dans nos villages, dans nos quartiers, mais il est important aussi d'aller dans le pays profond. Généralement ici, l'ensemble de nos tribus sont à 80 ou 90% indépendantistes. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous appartient aussi d'aller leur préciser notre projet politique dans la République. Une défense de la Calédonie au sein de la République aux antipodes des vœux des indépendantistes qui eux s'y mobilisent. Leurs meetings font la part belle aux traditions kanak et reçoivent le soutien d'autres figures indépendantistes comme Oscar Temarou, venu de la Polynésie française. Et pour eux, les 165 ans de colonisation ont assez duré. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle.
de notre histoire, donc l'histoire calédonienne, commencée il y a déjà 165 ans. Et il nous faut maintenant, à partir du 4 novembre, dans un sens ou dans un autre, comme on dit, fermer la parenthèse de l'histoire de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie. Si nous voulons vraiment former des cadres de haut niveau et faire en sorte que nous puissions librement gérer notre pays et nos affaires, il faut sortir du carcan constitutionnel français. Ça, c'est notre position. Signataire des accords de Nouméa en 1998, Roch Vamitian considère qu'une page doit se fermer, tout comme son adversaire loyaliste Pierre Frogier. Le sénateur et président du Rassemblement multiplie lui aussi les réunions, comme ici à l'île des Pins, située au sud de la Grande Terre. Il faut un grand nom, parce que le 5 novembre, ce sera plus comme avant. Mais Pierre Frogier, confiant dans les sondages qui donnent une large victoire au non, veut aller plus loin et mettre fin au processus prévu par l'accord de Nouméa. Nous devrons veiller tout d'abord à ce que ce résultat ne nous soit pas confisqué. Il ne servira à rien de poser la même question par référendum, une deuxième et une troisième fois. Je déposerai donc une proposition de loi constitutionnelle de façon à écarter ces référendums. Pour lui, comme pour beaucoup de Calédoniens, c'est l'après-référendum qui occupe déjà les esprits. La visite du Premier ministre au lendemain du vote devrait apporter une indication sur les intentions de l'État. Mais localement, les visions divergent. C'est aussi ça l'enjeu du référendum et du futur pour la Nouvelle-Calédonie. Et le référendum en Nouvelle-Calédonie, c'est l'objet de notre face-à-face. Avec mon invité Luc Laventure, bonjour. Vous êtes président d'Outre-mer 360 et nous allons parler ensemble de ce qui va avoir lieu dimanche prochain, ce référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a beaucoup de suspense sur l'issue de ce référendum ? Il n'y a pas beaucoup de suspense à condition qu'on mette les choses en place en se disant la chose suivante. Il n'y aura pas, en Nouvelle-Calédonie, dans toute l'Océanie, il y a le temps long. Il ne faut pas penser binaire quand on parle Océanie. Ce n'est pas un oui, un non pour l'éternité. Le temps est un temps long et les séquences sont quelquefois très longues. Par exemple, depuis l'histoire de la grotte d'Ouvéa, depuis 1988, on va resituer dans le contexte historique. 30 ans de discussion pour arriver à ce scrutin de dimanche. Mais un référendum, c'est tout de même assez binaire. C'est oui ou non. Vous pensez que ça va être plutôt... Ça va être, on reste dans la France, voilà. On reste dans... Non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, on reste dans la République française. Mais tout est ouvert. Et est-ce que vous jugez, comme Pierre Frogier, qu'on vient d'entendre à la fin de ce reportage, qu'il ne faut pas de clause de revoyure, qu'une fois que l'on s'est prononcé, c'est bon une fois pour toutes? C'est assez contradictoire avec ce que vous venez de me dire sur le fait qu'il y a le temps long en Nouvelle-Calédonie. Ben justement, je ne me situe pas dans rien du tout, parce que je ne suis pas calédonien et je n'ai pas la prétention de dire voilà ce qu'il faut faire. Mais on a, si je puis dire, 3 tendances en Nouvelle-Calédonie. Le camp qu'on peut appeler de façon très raccourcie kanak, qui dit oui à l'indépendance, qui est minoritaire, d'après les sondages. C'est 30% à peu près. Le deuxième camp qui dit il faut rester dans la France. Et là, il y a 2 tendances. Une que représente Pierre Frogier, qui dit bon, allez, ça y est, pensons occidental, pensons français, on a voté, c'est terminé. On referme, on tire le rideau. Et puis, il y a une autre tendance qui me paraît importante, celle incarnée par Philippe Gomez, qui dit « Nous sommes là pour reconstruire, pour construire un pays nouveau, avec un destin nouveau, avec des éléments régaliens comme la justice, comme la sécurité, etc., qu'on peut partager avec la France. Donc, c'est ensemble qu'on va construire ce nouveau pays. » Vous avez commencé à me le dire tout à l'heure, ce référendum, il a donc été prévu il y a 30 ans par les accords de Nouméa. Rappelez-nous ce qui s'est passé alors. Alors, il y a une déflagration très très importante avec ce qu'on appelle les émeutes, les incidents, plus que des incidents, le drame de la grotte d'Ouvéa, avec dizaines de morts. Ça a été vraiment un choc, une déflagration épouvantable. On parle de l'assaut meurtrier contre cette grotte où il y avait des indépendantistes qui retenaient des gendarmes en otage et puis il y a eu donc cet assaut. Et il y a eu un processus extrêmement douloureux qui a débouché sur cette déflagration. Et puis tout le monde
s'est mis autour de la table avec un symbole fort, avec Diomaye Tivaou qui représentait le camp kanak et Jacques Lafleur, député non indépendantiste. Et cela s'est terminé par une poignée de main très importante ici à Paris, où les deux hommes ont décidé effectivement d'engager un processus de décolonisation, un processus en tout cas de dialogue qui n'a jamais été interrompu. Et cela a duré 30 ans. Quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, il y a eu également les accords de Nouméa, où effectivement, voilà, en 98, les deux camps se sont retrouvés pour discuter à nouveau, pour sanctifier à nouveau cet accord qui a été fait au niveau de Matignon. Et puis, on arrive au terme de cette discussion. C'est long cheminement, finalement. Absolument. Avec quelqu'un qui s'est impliqué beaucoup dans cette affaire, notamment le Premier ministre Édouard Philippe, qui sera d'ailleurs dimanche soir sur place pendant le référendum. Le président Macron doit faire une déclaration le soir du référendum, mais le Premier ministre a mouillé la chemise avec les deux camps. Avant cela, il y a également Emmanuel Macron qui avait mouillé la chemise. Il était venu au mois de mai dernier. Il s'était même rendu à Ouvéa. Est-ce que vous pensez que son attitude a permis de continuer à cautériser les plaies? Parce que vous nous le dites bien, il y a encore quand même des grandes difficultés en Nouvelle-Calédonie. C'est le moins qu'on puisse dire. Le président de la République a été vraiment dans son rôle, dans sa posture, c'est-à-dire représentant l'État, représentant la France. Je crois qu'il n'y a pas eu d'accroc pendant sa visite. Il a employé les termes qu'il faut, les mots qu'il faut, parce qu'il faut dire que dans la mentalité océanienne, dans la mentalité kanak, les mots ont une importance. Le verbe, pour reprendre une expression occidentale, résonne de toutes ses forces en Nouvelle-Calédonie. Et le président de la République a joué son rôle parfait, si je puis dire, en allant en Nouvelle-Calédonie. Et en plus, il a fait quelque chose d'intéressant, pardon de vous interrompre, il a relié la Nouvelle-Calédonie à la diplomatie française en disant que la Nouvelle-Calédonie était sur un axe franco-chinois et indien. Un mot tout de même sur les arguments de chaque camp qui s'affrontent et qui vont continuer à s'affronter au moins jusqu'à dimanche. Je crois qu'on ne peut pas parler d'affrontement. C'est-à-dire que chacun pose une position en se disant la chose suivante, on va construire un pays. Là-dessus, tout le monde est d'accord. On va construire un pays nouveau. Et je pense que ce pays nouveau sera soit l'indépendance totale, la Nouvelle-Calédonie reprend son côté régalien, ou bien, et je pense que c'est ce qui se dessine avec les sondages, on va construire un pays en lâchant du lest de chaque côté. Déjà, la partie régalienne concernant la justice, concernant la défense, la diplomatie est partagée entre la France et les gens de Nouvelle-Calédonie. Il faut dire également qu'il y aura deux institutions qui vont jouer leur rôle, les provinciales. Et ce sont ces provinciales, d'ici quelques mois, je crois que c'est au mois de mai, qui vont permettre de reconstruire également une assemblée locale, qui est le Parlement de Nouvelle-Calédonie. À partir de là, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Encore beaucoup mieux. Même si les habitants de Nouvelle-Calédonie finissent par refuser l'indépendance, ce que vous nous dites, c'est que, il va falloir quand même faire preuve d'écoute à l'égard des partisans de l'indépendance. Il va falloir que ce référendum n'aboutisse pas à une déflagration à nouveau. C'est ça qui est important finalement. Et c'est pourquoi je disais au départ, vous avez totalement raison, on n'est pas dans un temps court, on est dans un temps long, on est dans un temps d'écoute. La notion d'écoute en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de primordial et je crois qu'effectivement, les deux camps, les trois camps, si je puis dire, vont s'écouter de plus en plus pour aboutir à quelque chose qui pourra rentrer, comme le disait un peu Oscar Temaro de la Polynésie, dans une décolonisation positive, c'est-à-dire pas disant je prends mon indépendance et je vire tout le monde, mais faire en sorte que les deux côtés, les trois côtés du triangle puissent effectivement évoluer avec bonheur. Eh bien, merci beaucoup Luc Laventure pour toutes ces explications sur ce référendum en Nouvelle-Calédonie qui aura donc lieu dimanche prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La fiscalité écologique au programme des auditions des sénateurs cet après-midi. Emmanuelle Wargon, la nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est exprimée tout à l'heure devant les sénateurs de la Commission des finances. On l'écoute tout de suite.
L'outil fiscal est aussi mobilisé, je ne vous apprends rien. Il y a d'ailleurs depuis quelques jours un débat très nourri sur ce sujet, sur les ambitions, sur la trajectoire, sur la soutenabilité de la fiscalité écologique. Et je voudrais en dire quelques mots. L'action du président de la République et du gouvernement en ce sens est claire, visible, prévisible et porteuse de sens. Nous avons d'abord fait à notre arrivée un exercice de vérité. Vous citiez, Monsieur le Président, les relations nourries que vous avez avec la Cour des comptes, pour que cet exercice soit fait au plan budgétaire avec une sincérisation des comptes publics et au plan fiscal, en présentant une trajectoire carbone et en présentant l'objectif de convergence entre le gazole et l'essence. Dans cette trajectoire qui a été annoncée, nous amplifions désormais la cadence en accompagnant le transfert d'une fiscalité dite classique, qui est parfois anti-économique, vers une fiscalité écologique plus vertueuse et porteuse de sens. Et on ouvre dans un instant le deuxième débat de cette édition autour justement de la fiscalité écologique. Les prix à la pompe augmentent, la grogne des Français aussi. De son côté, le gouvernement assume, tandis qu'une journée de blocage se prépare le 17 novembre. Hier, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement du Sénat, les esprits se sont échauffés face au ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Résumé des débats par Samia Dechir. C'est une mesure qui pourrait bien mettre le feu aux poudres. Au 1er janvier prochain, les taxes sur l'énergie vont augmenter et avec elles les prix des carburants, du fioul domestique et du gaz naturel. Dans 2 mois, le diesel sera taxé à hauteur de 6,5 centimes supplémentaires par litre, 2,9 centimes pour l'essence. Dans les campagnes déjà très remontées contre la limitation de vitesse à 80 km/h, la colère monte. Une colère relayée hier par les sénateurs lors des questions au gouvernement. Arrêtez de nous prendre pour des cutéreux et des Français de deuxième zone. Arrêtez de nous faire les poches pour remplir celles des super riches. Et surtout, n'oubliez jamais que la révolte en 1789 est venue des campagnes. Dans les zones rurales, la voiture est souvent le seul moyen de transport. C'est aussi là que vivent la plupart des Français qui se chauffent au fioul. Face aux critiques, le ministre de l'écologie a rappelé les aides prévues pour ceux qui souhaitent passer aux énergies propres. Nous voulons accompagner les Français et nous leur donnons des moyens pour permettre ce changement. Là, eh bien, si vous ne le savez pas déjà, vous pourrez leur dire après cette séance, 30% de subventions pour changer sa cuve au fioul. C'est du concret. Sur les 55 milliards de recettes fiscales attendues durant le quinquennat, la moitié est censée financer la transition énergétique. C'est le principe de la fiscalité verte. Mais sur les bancs du Sénat, personne ne semble y croire, ni à droite, ni à gauche. Monsieur le ministre, ce n'est pas parce qu'on peint un matraquage fiscal en vert qu'il devient écologiste. C'est un matraquage fiscal. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir concernant l'écologie. Quand vous regardez sur ces 23 milliards d'euros ce qui va à la transition écologique, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose. Pour protester contre la hausse des prix à la pompe, un appel au blocage des routes a été lancé dans toute la France le 17 novembre. Alors, fiscalité écologique ou matraquage fiscal, on va en débattre dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, nous allons rejoindre en salle des conférences Alexandre Poussard. Il est avec le sénateur Les Républicains de la Meurthe et Moselle, Jean-François Husson. Oui, Jean-François Husson. Hier, lors des questions d'actualité au gouvernement, le sénateur socialiste Martial Bourquin a parlé de matraquage fiscal repeint en vert à propos de ces hausses des taxes sur les carburants. Est-ce que c'est la bonne expression selon vous ? Bon, je pense que clairement, j'avais évoqué dès l'an passé le risque d'une fiscalité punitive en matière écologique. Finalement, elle s'avérait exacte. L'automobiliste redevient la vache à lait du gouvernement sous couvert de démarche écologique et de considération environnementale. C'est un véritable problème aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'accompagnement et finalement on n'a pas de ligne directrice pour les Français. Et puis honnêtement, sur les enjeux écologiques et environnementaux, on a beaucoup de sujets à côté de la question des transports, que ce soit des automobiles ou des transports routiers. Quel autre sujet il faut aborder selon vous ? Tous les sujets finalement. Aujourd'hui, on a un enjeu aujourd'hui qui est l'état de la planète, qui est la pollution, qui est aujourd'hui comment on rentre dans l'économie circulaire. Si vous voulez, sur tous ces sujets, il faut d'abord faire preuve d'innovation. Il faut regarder comment on est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus économe
de nos ressources naturelles et comment on rentre dans un cercle vertueux d'une écologie positive, qui est une écologie des solutions. Et aujourd'hui, quand on recherche par exemple la convergence de la fiscalité essence et diesel, honnêtement, même si je ne partageais pas tout du gouvernement précédent, la meilleure convergence, c'était de faire baisser la fiscalité de l'essence dans la même proportion qu'on augmentait la fiscalité de l'essence, du diesel. Et à ce moment-là, on avait des efforts partagés, un signal qui est donné, par exemple, à l'automobiliste, et puis des solutions nouvelles qui permettent de regarder quel type d'efforts peuvent être consentis par les uns avec les autres, avec des retours. Aujourd'hui, il ne suffit pas de donner des contraintes, il faut offrir des solutions. L'écologie, le monde nouveau vers lequel on doit tendre, c'est un monde plus attentif aux enjeux environnementaux, mais c'est un monde dans lequel il faut aller avec envie et non pas en prenant des coups et en faisant les poches des contribuables. Alors justement, ces taxes sur les carburants, est-ce qu'on est sûr qu'elles financent des mesures écologiques? Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial du budget de l'écologie. Alors en fait, très peu. Globalement, si vous voulez, on dit c'est une fiscalité de rendement. Si vous voulez faire simple, on prend 100 de fiscalité dans la poche du contribuable et on remet simplement 20 en accompagnement sur l'écologie. Le reste, c'est dans la poche de l'État, c'est dans le budget de l'État. Si encore, d'abord c'est choquant, parce qu'on ne peut pas demander de rentrer dans cette, je le redis, c'est une conversion, c'est une transition. Et pour rentrer dans ce monde nouveau, il faut aussi donner des signes, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et puis, ce qui est autrement plus préoccupant, c'est de voir que la dépense publique ne baisse pas, que notre endettement augmente. Ça veut dire que c'est un puits perdu. Très bien. Juste une dernière question. Vous êtes sénateur de Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous avez l'impression que cette fiscalité frappe les campagnes d'abord ? Elle a forcément, malheureusement, beaucoup plus d'écho dans les campagnes. Moi, pour être aujourd'hui en permanence sur le terrain, si vous ajoutez cette fiscalité, les 80 km/h, le problème du fioul, les communes qui n'ont pas le gaz, en fait, vous faites des territoires ruraux, des territoires fracturés et des habitants qui sont des assignés à résidence. C'est autre chose qu'il faut proposer aux Français. Je le redis, c'est une fiscalité positive. Il faut redonner de l'envie et du punch aux Français. Très bien, redonner du punch. Merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces réactions en salle des conférences. Alors, fiscalité écologique ou matraquage fiscal, c'est l'objet de notre deuxième débat tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on peint un matraquage fiscal en vert qu'il devient écologique. C'était la phrase hier de Martial Bourquin, Bernard Delcros. Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne? Est-ce que pour vous, l'État cherche plus à remplir ses caisses qu'à changer les comportements à travers cette fiscalité? Moi, je considère que le sujet est trop important pour qu'on se contente de postures politiciennes. C'est ce qu'il y a eu hier pour vous dans l'hémicycle? D'une manière générale, parfois, on utilise ce sujet pour des postures politiciennes. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en tous les cas, je pense que l'enjeu est tel qu'il faut s'attacher au fond. Pendant tout le XXe siècle, on a construit notre développement sur l'utilisation des énergies fossiles. Est-ce possible pour l'avenir de continuer ainsi? La réponse est non. Et je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. Il faut changer de direction. Et donc, pour changer de direction, ça veut dire qu'il faut changer nos comportements. Ensuite, la question qui se pose, quels sont les meilleurs moyens pour changer les comportements et réussir la mutation énergétique? Nous avons l'obligation pour nos enfants de réussir la mutation, la transition énergétique de notre société. Eh bien, il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent être prises. Il faut veiller chaque fois, et je pense qu'on rentrera dans le détail dans un instant, il faut veiller chaque fois qu'on prend des mesures à ce qu'elles soient justes et à ce qu'elles n'aillent pas vers un accroissement des inégalités sociales ou territoriales. Est-ce qu'elles ne s'attaquent pas aux plus faibles? Ça va être l'objet de notre discussion tout à l'heure. Mais tout d'abord, Ronan Dantec, de quel avis êtes-vous? Est-ce que la fiscalité écologique, déjà au niveau du gouvernement, est-ce que c'est une posture du gouvernement ou est-ce que c'est réel de leur côté pour vous? Est-ce qu'il y a réellement la volonté de changer les comportements?
Oui, moi je pense que la contribution climat-énergie ou carbone-énergie est un des moyens les plus forts pour changer les comportements. C'est comme ça que font les pays scandinaves et avec des résultats forts en réduction des émissions de CO2. Simplement, en France, et ça date pas de ce gouvernement, on a décidé, puisque nous avons voté, nous l'avons même voté au Sénat, la mise en place de cette contribution climat-énergie. Dès le départ, le gouvernement... On appelait la taxe carbone avant. La taxe carbone, le gouvernement Ayrault avait décidé de l'affecter au CICE, donc à l'emploi, et n'avait pas fait de lien entre l'augmentation de cette fiscalité écologique et la transition. Et le gouvernement actuel continue, on peut même dire accélère dans ce sens-là. Il avait sur la table, je l'ai défendu avec d'autres, y compris avec Jean-François Husson, le fait de redonner au territoire une partie de cette recette supplémentaire. Une proposition commune de l'Association des maires de France, des régions de France, de France urbaine, de l'ensemble des réseaux de collectivités, il n'a pas pris. Et aujourd'hui, effectivement, il se trouve face à cette contestation. Donc je pense que là, le gouvernement doit enfin entendre les territoires, entendre nos propositions pour qu'il y ait un narratif. Il n'y a pas de narratif sur l'augmentation aujourd'hui de la fiscalité écologique. Maintenant, quand même, il faut aussi rappeler un autre point. La TICPE, c'est 35 milliards de recettes pour l'État. La contribution climat-énergie, c'est 8 milliards de ces 35 milliards. C'est-à-dire le gros de la fiscalité sur les carburants n'est pas lié à la fiscalité écologique. Ça, c'est quand même important de le rappeler. L'augmentation prévue au 1er janvier, c'est 3 centimes sur un litre qui se rapproche des 2 €. Donc je trouve aussi que cette contribution sert un peu de bouc émissaire aujourd'hui, mais le principal problème, c'est le marché mondial des fossiles, et il est temps de sortir du pétrole parce que sinon on va avoir énormément de problèmes. C'est l'ensemble des autres fiscalités et je trouve que là on a un débat qui ne correspond pas à la réalité des chiffres. Mireille Chiroleux-Assouline, un professeur de sciences économiques à l'Université Paris 1. On va se projeter sur l'avenir, mais tout d'abord, un mot tout de même sur d'où vient cette grogne des Français. Le prix à la pompe du diesel a progressé d'environ 23% et celui de l'essence a augmenté de 15% selon les chiffres de l'Union française des industries pétrolières en 2018. Tout d'abord, une question très simple. À quoi est-ce dû? Est-ce que c'est dû aux taxes? Est-ce que c'est dû au cours du brut aujourd'hui? Est-ce que c'est dû aux deux? Alors, il y a plusieurs choses. C'est dû aux deux. Et les chiffres que vous citez, c'est entre quelle et quelle année? Parce que si on revient au début des statistiques sur le prix du gazole, c'est-à-dire 1983, on constate que les prix du gazole et de l'essence, du supercarburant, ont moins augmenté que le salaire minimum. Donc, en termes de pouvoir d'achat, cette hausse sur la période n'est pas si importante que cela. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu récemment une hausse importante du prix du pétrole sur les marchés internationaux qui a suivi un peu plus de 2 années de baisse très forte. Donc, les ménages ne se sont absolument pas adaptés à une hausse à venir des prix qui leur avait pourtant été annoncée. En 2014, la contribution carbone, la composante carbone de la TICPE a été instaurée. Elle avait été instaurée de manière indolore pour faciliter son acceptation. Je ne suis pas sûre que c'était ce qu'il fallait faire. Les efforts de pédagogie n'ont pas été faits dans la suite, ce qui fait que les contribuables, les ménages, se retrouvent là avec une hausse qui leur paraît forte. Mais cette hausse est-elle plus forte qu'une hausse, par exemple, de TVA? Lorsque la TVA avait augmenté de 19,6% à 20% en 2014, ça avait donné un effet quasiment invisible à l'œil nu sur les prix de tous les produits. Là, comme seuls les carburants et les combustibles sont touchés, cette hausse se voit nettement plus. La pression fiscale, le supplément de pression fiscale est en fait plus faible. Donc en fait, il faut relativiser cette hausse, ce que vous nous dites, et il faut aussi faire un effort de pédagogie. Et Bernard Delcros, on voit bien qu'en tout cas dans les territoires ruraux, cet effort de pédagogie n'a pas été fait et que les gens se sentent très fortement impactés. C'est pas seulement, bien sûr, il y a l'aspect pédagogique qui est très important, et je partage ce qui a été dit, mais il y a plus que ça. Moi, je pense que la fiscalité écologique peut être un outil, parmi d'autres, mais en tout cas, c'est un outil qui peut être efficace pour changer les comportements, mais à une double condition. La première, c'est qu'on ait des solutions alternatives. Et la deuxième, c'est qu'il y ait un accompagnement... Ce n'est pas toujours le cas dans les territoires ruraux. Je vais prendre 2 exemples. Et la deuxième, c'est qu'il y ait un accompagnement suffisant pour les familles les plus modestes. Je vais prendre 2 exemples. Je suis élu du Cantal, qui est un département de moyenne montagne. Il n'y a pas de solution alternative au transport en commun. Ça veut dire qu'une famille, pour aller au travail,
elle prend sa voiture, la personne, pour aller au travail. Pour le week-end, si elle veut accéder à des équipements, il faut prendre la voiture. Quand on veut aller chez le médecin, quand on veut accéder au service, il faut prendre la voiture. Donc, on n'a pas la solution alternative de transport en commun et on n'a même pas la solution alternative de la voiture électrique, parce qu'aujourd'hui, les voitures électriques qui sont sur le marché ne sont pas adaptées à ces temps de transport et aux situations en montagne. Là aussi, il faut il faut obliger aussi les constructeurs à aller plus vite dans la recherche. Deuxième exemple, donc j'ai pas la solution alternative. Et donc quand j'ai pas la solution alternative, eh bien, j'accentue les inégalités, je pénalise ces familles-là qui vont avoir des coûts supplémentaires alors qu'elles n'ont pas le choix. Donc du coup, l'effet incitatif n'existe pas. Et puis, le deuxième exemple que je veux prendre, il concerne les mesures d'accompagnement. Même cas, cette famille qui habite en montagne à plus de 1000 mètres d'altitude et qui aujourd'hui est chauffée au fioul, là, il existe une solution alternative, puisqu'on peut utiliser un autre mode de chauffage avec des énergies propres et renouvelables qui n'utilisent pas les énergies fossiles. Mais il y a certes, il y a une aide, il y a un crédit d'impôt. Mais quand vous devez changer votre chaudière et que vous avez 10 000 ou 12 000 euros de dépenses et que vous avez un crédit d'impôt de 3 000, il y a des familles qui ne peuvent pas assumer la charge supplémentaire de 7 ou 8 000 euros. Donc, il faut des mesures d'accompagnement qui soient suffisantes pour aller vers ces solutions alternatives. Donc, si vous voulez, il y a les deux sujets. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les mesures, elles soient justes. Un, qu'il y ait des solutions alternatives, et quand elles existent, qu'il y ait des mesures d'accompagnement suffisantes. Ronan Dantec, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions d'accompagnement suffisantes justement pour que les gens puissent changer leur comportement sans trop en pâtir en quelque sorte? Oui, non, moi je suis assez d'accord pour dire que les 8 milliards de recettes qui sont là devraient servir à la transition et à la transition vers les ménages et les territoires. Or, l'État a besoin de ces 8 milliards, notamment, et il le dit d'ailleurs, hein, François de Rugy l'a dit aussi, pour baisser les charges sur les salaires. Ce qui est aussi une vieille idée de la fiscalité. Ça n'est pas fléché vers... Mais ça n'est pas fléché. Or, on a effectivement des ménages qui, certes, j'écoutais madame, c'est vrai que c'est pas si énorme. Si on revient quelques années en arrière, le prix des carburants était plus élevé. Mais le reste à vivre a baissé. Ça, je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. Notamment, l'augmentation du prix des logements fait que le reste à vivre étant plus faible, beaucoup de ménages modestes vivent beaucoup plus difficilement l'augmentation du prix des transports. Alors, il faut rentrer dans le détail des situations. C'est différent en périurbain. En périurbain, il faut financer les collectivités pour augmenter l'offre de transport en commun, parce que là, il y a des flux le matin et le soir qui n'ont pas d'offre de transport en commun, mais qui les prendraient. Il va falloir aller vite sur la mobilité électrique, parce qu'effectivement, la mobilité électrique répond assez bien aux enjeux de gens qui doivent beaucoup se déplacer. Donc, il faudra augmenter probablement les aides pour accélérer cette mutation et avoir un modèle industriel qui fait que les véhicules baissent. Ça, c'est une vraie priorité. Augmenter l'aide pour les ménages modestes sur le changement des chaudières. Il y a toute une série de mesures et de l'animation. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toute une batterie de mesures qui ne marche pas très très bien parce qu'il manque le maillon entre la mesure décidée par l'État et le terrain. Et ça, c'est les territoires, les mairies, les intercommunalités qui peuvent le faire. Or, comme l'État refuse de financer cette animation malgré les 8 milliards de recettes, eh bien, on voit bien qu'il manque le dernier maillon et que donc, effectivement, un certain nombre de Français se disent « je suis piégé ». Mais ça ne doit pas remettre en cause la fiscalité écologique, ça doit remettre en cause l'endroit où elle est réinvestie. Mireille Schroller-Assouline, il manque donc un maillon d'explication et d'autre part, il faut aussi accompagner les plus modestes dans cette transition. Naturellement, toutes les études montrent que la fiscalité écologique a tendance à toucher plus fortement les ménages qui sont les plus pauvres parce qu'ils ont des dépenses contraintes. Mais il ne faudrait pas que le débat sur l'accompagnement fasse abandonner cette fiscalité écologique qui est absolument essentielle. Parce que la réutilisation des recettes... tout le monde a toujours des quantités d'idées pour cette réutilisation. Il y a des pistes qui ont été suivies dans différents pays et qui sont fructueuses. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser le même euro plusieurs fois. Et donc, si on utilise les recettes pour accompagner les ménages, on ne les utilise pas pour diminuer les charges des entreprises, par exemple, alors que ça peut aussi être un facteur d'augmentation du pouvoir d'achat parce que ça permettrait de créer des emplois. Donc, il y a un arbitrage à faire et là, l'arbitrage est politique. Et moi, je suis économiste, vous êtes politique. C'est au gouvernement
gouvernements et aux assemblées de faire les choix. Et puis, la fiscalité écologique, c'est aussi donner plus de prix à quelque chose pour changer les comportements. Il y a bien un effet du prix sur le comportement, c'est tout de même ça c'est aussi fondamental. que l'on cherche. Il faut forcément que ça coûte plus cher, sinon les gens ne changeront pas. Il faut absolument que ce signal prix existe et soit visible. Mais c'est ce qui lui est reproché d'une certaine façon. Les contribuables, les automobilistes voient tout d'un coup l'augmentation de ce prix et ont l'impression que c'est insupportable. Oui, mais pour reprendre votre expression, si on veut que les gens changent, encore faut-il leur donner la possibilité de changer. Faut-il qu'il y ait des solutions alternatives. Et je le redis, en milieu rural, milieu rural, vous n'avez pas d'alternative à la voiture individuelle et même pas accès à la voiture électrique qui n'est pas adaptée. Donc, il faut faire attention parce que du coup, on a une partie de nos concitoyens dans les territoires qui vivent cela comme une grande injustice. Et on ne peut pas faire accepter des mesures si elles sont fondées sur une injustice. Donc il faut répondre à cette situation-là. Moi je pense que pour faire accepter des mesures qui sont contraignantes, mais alors, il y a eu d'autres mesures contraignantes qui ont fini par finalement s'installer et impacter, faire évoluer les choses. Mais pour faire accepter une mesure contraignante, il faut qu'elle soit juste et il faut qu'on offre la possibilité de changer ses comportements, ce qui n'est pas toujours possible aujourd'hui. Prenons dans ta injustice sociale, injustice territoriale, dit je vais même vous donner un autre exemple d'injustice sociale. Vous êtes une famille modeste, vous allez voir votre grande-tante à l'autre bout de la France, vous prenez votre voiture, vous payez la contribution climat-énergie. Vous êtes une famille plus riche, vous prenez l'avion, vous ne payez pas de contribution climat. Ça fait partie des injustices intolérables. Mais j'espère bien, moi je déposerai un amendement, j'espère qu'on sera nombreux à aller dans le même sens, de dire on ne peut pas garder ce type de niche fiscale aujourd'hui qui justement casse le contrat social. Je crois que sur la fiscalité écologique, et vraiment c'est pas faute de l'avoir dit au gouvernement, depuis 3-4 ans on leur dit attention, à un moment ça va bloquer. Et malgré tout, il n'y a pas eu de narratif. Et maintenant, on est dans cette situation avec des manifestations. Mais il n'est jamais trop tard. Les propositions des collectivités sont là. Je crois que le gouvernement doit dire, OK, on prend 8 milliards aux Français, ça veut dire 8 milliards d'investissements sur ce point-là. Parce que sinon, ça ne sera pas accepté, alors que moi j'ai le sentiment que c'est une taxe qui sinon est relativement bien acceptée, sauf que les Français ne sont pas prêts à le mettre sur autre chose que la transition. C'est ça que le gouvernement doit comprendre aujourd'hui. Et donc on voit, s'il n'y a pas ce fléchage clair, cet exercice d'explication en plus de cela, il y a le spectre d'un ras-le-bol fiscal chez une partie des Français, et cela complètement au détriment du coup de la transformation du modèle. Mais c'est quelque chose d'assez paradoxal. Le ras-le-bol fiscal, s'il existe, il est lié à l'ensemble des prélèvements. Absolument. Il n'y a aucune raison qu'il soit lié à la fiscalité écologique. La fiscalité écologique... Et que ça se cristallise sur la fiscalité écologique, vous trouvez que c'est un paradoxe finalement alors que... C'est relativement paradoxal. Mais ça vient du fait... conscience qu'il faut changer de modèle. Mais ça vient du fait que les prix sont très visibles et que l'effet sur les prix est très visible et que peu de produits voient leur prix augmenter. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de la TVA. Vous avez raison, il n'y a pas eu de narratif, il n'y a pas eu d'explication. Moi, cette polémique qui est née cette année, je l'attendais depuis 4 ans. Depuis la mise en œuvre de la contribution carbone, j'étais sûre qu'au moment de la remontée des prix internationaux du pétrole, il y aurait une explosion de mécontentement. Parce que personne ne s'est soucié de la fiscalité écologique quand les prix diminuaient. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'à ce moment-là, la mobilité a augmenté, le nombre de kilomètres parcourus a augmenté, ce qui est quand même totalement anormal. Bernard Delcros, ce qui agit peut-être aussi comme détonateur, c'est l'alignement du litre du gasoil sur celui de l'essence sans plomb. Je pense qu'il y avait peut-être un effet aussi psychologique à ce moment-là extrêmement fort, qui montrait aussi, je sais pas, l'abandon d'un modèle qui avait été le modèle français pendant tant d'années sur le diesel. Oui, mais moi, franchement, ce n'est pas la mesure qui me choque. Parce que là, n'importe quelle famille peut changer son comportement et dire, voilà, quand on change le véhicule, on achète un véhicule à essence plutôt qu'un véhicule diesel. Donc la possibilité du changement, la possibilité de l'autre solution est offerte. Mais pour les déplacements du quotidien, j'y reviens, les ruraux notamment, mais pas seulement, en tous les cas, il y a un certain nombre de familles ou de territoires qui vivent très mal l'augmentation du prix du carburant parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que prendre leur voiture tous les jours dans leur vie quotidienne pour travailler ou pour leurs loisirs ou pour accéder aux services. Et on va aborder la troisième partie de ce débat. Je voudrais également parler de la question des collectivités face à la fiscalité écologique. On va écouter le président de la commission de l'aménagement du territoire, Hervé Moret, qui s'est exprimé là-dessus lors d'une table ronde la semaine dernière.
Il est évidemment pas possible et pas acceptable que l'État conserve la ressource taxe carbone alors qu'il n'est pas le seul à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc on sait bien, et vous l'avez rappelé, que les collectivités locales ont un rôle essentiel et primordial à jouer, mais qu'elles ne peuvent pas le faire sans avoir une part de cette taxe carbone. En clair, l'État ne peut pas dire on répartit les responsabilités, mais on garde le pognon. Eh oui, l'État ne peut pas dire qu'il garde le pognon, ce sont les mots d'Hervé Moret, alors qu'il répartit les responsabilités qu'il en donne aux collectivités. Ça vous fait réagir, Ronan Dantec? Écoutez, je crois que depuis maintenant 4-5 ans, effectivement, depuis le vote de la loi de transition énergétique qui a rendu obligatoire les plans climat pour toutes les intercos et pour les régions, donc on a créé une compétence, mais on n'a pas créé la recette. Donc depuis, les collectivités disent on veut le financement de cette nouvelle compétence et on va trouver ce financement dans la contribution climat-énergie. C'était extrêmement simple, c'est un consensus très fort. On a fait des propositions techniques. Je fais partie du groupe de travail, je suis aussi président des commissions environnement d'un des réseaux de collectivités. On a fait des propositions extrêmement précises. Le gouvernement n'a même pas pris les PCAET et les schémas climat qu'on a mis dans la loi, qui fait que la France est plutôt en avance. Ils nous ont réinventé un machin qui s'appelle le contrat de transition écologique pour 10 territoires. Le gouvernement est sourd, en fait. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est totalement incompréhensible. Il y avait là un consensus. Barouin en a parlé, l'AMF l'a pris à son compte. Il y avait possibilité de créer justement une part du narratif et on n'a même pas réussi à obtenir courrier commun de tous les réseaux de collectivités, même pas la création d'un groupe de travail, fin de non-recevoir du Premier ministre. C'est totalement... En clair, l'État veut tout garder pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mais ça rentre un peu dans cette histoire où l'État, on l'a vu depuis l'élection du président Macron, n'a pas réussi à trouver des espaces de dialogue avec les collectivités et ça dépasse la question climatique. Et moi, je n'en reviens pas. Un tel consensus de tous les réseaux, c'est pas tous les jours. Et là, l'État, au lieu de s'appuyer dessus, fin de non-recevoir, et aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc, il faut y revenir, parce que, je le redis, sans l'animation territoriale, on ne tiendra pas nos objectifs sur le climat. Les émissions de la France augmentent, notre crédibilité internationale est entachée, on était en avance, on est en train de prendre du retard. Mais j'espère que le nouveau ministre, qui connaît bien les collectivités, entendra notre appel. Mireille Chiron-La souligne, peut-être votre réaction sur le fait qu'il faut que les personnes qui font un effort aient une partie de ces recettes, à savoir les collectivités? Moi, j'irais même plus loin. Pourquoi se limiter au rendement de la fiscalité écologique à redistribuer aux collectivités? Et il y a d'énormes besoins, en fait, d'énormes besoins de transport collectif. De transport collectif à tous les niveaux, dans les communes, entre les communes, dans les départements vraiment très ruraux mais en périurbain. Est-ce qu'on donne les moyens à ces collectivités locales d'investir dans ce domaine? En revanche, un certain nombre de recettes disparaissent pour les collectivités. Il a été décidé, par exemple, la disparition de la taxe d'habitation. J'ai l'impression, mais c'est une autre logique. Enfin, il faut que les plans soient faits de façon cohérente, mais il n'y a pas de raison fondamentale que la totalité où seul le rendement de la fiscalité écologique soit attribué aux collectivités. En revanche, il faut vraiment qu'un véritable contrat avec l'ensemble de la population soit passé et permette cette transition énergétique. Tout à l'heure, dans les interventions que vous nous avez montrées, quelqu'un disait ce ne sont pas les principaux sujets, mais si, les transports et le chauffage du résidentiel et du tertiaire, ce sont les sujets fondamentaux. Donc il faut absolument dégager des fonds pour financer cette transition. Bernard Delcros, des sujets fondamentaux, des sujets d'avenir pour les collectivités. Bien sûr, je pense vraiment qu'on réussira à relever ce défi de la transition écologique et énergétique, je le redis, qui conditionne l'avenir de notre planète et donc de nos enfants. On réussira si chaque maillon de la chaîne agit et si on agit tous dans le même sens. L'État a son rôle et ses mesures, ses décisions à prendre. Les territoires et les collectivités ont un rôle important à jouer pour accompagner, pour prendre des initiatives dans le sens de la transition énergétique. Et puis ensuite, il y a évidemment chaque citoyen à travers ses comportements, on l'a dit. Donc je pense que le rôle des territoires et des collectivités est extrêmement important. Je rappelle d'ailleurs que la part carbone, ce qu'on appelle la taxe carbone de la part de la TICPE, a été mise en place en 2014 et
et qu'il y a eu déjà des initiatives qui ont été prises pour accompagner les territoires, et notamment les appels à projets qu'avait lancé Ségolène Royal sur les territoires à énergie possible pour la croissance verte, dans lesquels l'État accompagnait largement les territoires qui engageaient un programme d'action. Donc je pense que l'État de son côté, les territoires et les collectivités de l'autre, chaque citoyen à son niveau, si tout le monde va dans le même sens, eh bien en effet on peut réussir ce pari qui encore une fois est essentiel. Et pour cela, il faut que l'État accompagne les collectivités dans cette démarche-là. Ouais, il y a un vrai consensus. Il y a un vrai consensus. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Ronan Dantec, merci Mireille Chivroleux-Assouline, merci beaucoup Bernard Delcros. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, ne manquez pas Delphine Girard dans On va plus loin. Bonne soirée et à bientôt sur Public Sénat.